Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tribune Libre. On débriefe le match Estac Tours qui s'est déroulé vendredi soir en compagnie de Philippe Paulet, le président de la commission des arbitres. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Laurent Gradel qui a commenté le match à mes côtés. Bonsoir Laurent. Gaël Sanz, l'ancien capitaine de l'Estac. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Et Alex Di Rocco, l'ancien buteur de l'Attaque. Sedan, Caen, on pourrait énumérer pas mal de clubs encore. Hein. Bonsoir. Bonsoir Alex. Match, j'ai envie de dire, scindé en deux parties. Une première mi-temps fort moyenne et une deuxième mi-temps exceptionnelle, j'ai envie de dire, avec donc à la clé ces deux buts de Xavier Thiago. Gaël, que s'est-il passé en première mi-temps? Pourquoi l'Estac n'est-elle pas venue sur le terrain? Déjà, non. Ils étaient sur le terrain, mes collègues. Mais déjà, il y avait une très bonne équipe de Tours. Je pense que c'était l'une des meilleures équipes qu'on ait vues à domicile, sur le plan collectif, sur la première mi-temps. Après, on a eu beaucoup d'incertitudes au niveau de notre équipe, parce qu'on a eu beaucoup d'absents d'un coup, c'est-à-dire une charnière centrale remaniée, avec donc physiquement des joueurs qui n'étaient pas encore à 100%, donc des automatismes qui n'étaient pas en place du tout, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas joué ensemble depuis le début de l'année. Donc c'est un début, je pense, un début d'explication. Après, on a limité la casse en première mi-temps et c'est tout à leur honneur. Des fois, quand on est joueur pro, ça arrive qu'on ne soit pas bon pendant une demi-heure, 35 minutes, mais il faut savoir faire le dos rond, limiter la casse, c'est ce qu'ils ont fait. Jean-Marc Furlan a dû mettre une équipe un petit peu inhabituelle, avec les blessures notamment de Rincon, Saunier, la suspension d'Enzaï Amissi. Il a aligné Sébastien Grax en attaque, je cherchais. Alex Di Rocco, depuis quelques matchs, Jean-Marc Furlan s'entête, j'ai envie de dire, à aligner Sébastien Grax qui aligne les très mauvaises performances. On va dire, je ne suis pas là pour critiquer les performances des attaquants, mais c'est vrai que si on compare la première mi-temps par rapport à la deuxième, ce que moi j'ai surtout noté, c'est que la différence, elle s'est fait notamment le fait de pouvoir garder le ballon devant. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a beaucoup cherché le joueur, et les ballons revenaient aussitôt, donc ça ne permettait pas au bloc de remonter, alors que sur la deuxième mi-temps, dès que le ballon passait en phase offensive, la qualité des attaquants à ce moment-là permettait de faire remonter le bloc, ce qui fait qu'automatiquement l'Estac a pu asseoir son jeu à partir du moment où on pouvait garder le ballon en phase offensive. Alex, vous éludez la question. Grax, honnêtement, il n'a pas été utile. Non, il n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un grand match parce que c'est vrai que les ballons qu'il a eu n'étaient pas si faciles que ça à jouer. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'a pas réussi à maîtriser le ballon qu'on lui donnait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il revenait automatiquement et pour le bloc, c'était pas facile. Laurent, ça fait plusieurs matchs que Grax n'est pas dans le coup physiquement et puis tactiquement. C'est l'impression qu'il donne en tout cas. Le jeu de Sébastien Grax c'est surtout basé sur la profondeur. Et là, on avait besoin, comme l'a souligné Alex, de pouvoir garder le ballon, de pouvoir trouver des points d'appui avec une qualité technique qui puisse nous apporter quelque chose. Et c'est vrai que la rentrée de Marcos là-dessus a été bénéfique à 200%. On en parlera tout à l'heure. Stéphane Drouin est la grosse satisfaction. Il n'avait pas joué depuis le début de saison du tout. Jean-Marc Furlan a fait un petit pari, Gaël, en le faisant jouer. Et ça a marché. Il a tenu les 90 minutes et il a très bien joué. C'est clair, bon, un pari oui et non, parce qu'on connaît les qualités de Stéphane, donc c'était plutôt sur le côté physique, est-ce qu'il va tenir tout le match physiquement ou pas, mais sur ses qualités intrinsèques pures dans un match de football, Stéphane Drouin, c'est le talent, l'état pur pour un défenseur central en Ligue 2. Donc c'est vrai que c'était une petite incertitude au niveau physique, mais pas sur la qualité du joueur. Ouais. Drouin, c'était le mec, on peut le dire, pour solidifier une défense, parce que Rincon, Saunier, les deux tauliers n'étant pas là, il fallait à tout prix quelqu'un de solide, entre parenthèses, pas forcément au point physiquement, mais au moins qui ait l'intelligence pour gérer un match convenable. Et Drouin, il convenait parfaitement à ce rôle. Bien sûr, de toute façon, Stéphane, on sait très bien qu'il a les qualités et ses défauts. Il est de temps en temps un petit peu blessé, donc un peu en doute des fois au niveau dans la tête, mais à la fois aussi, sa grande force, c'est justement d'avoir un grand mental lors de matchs très importants. Et pour lui, sur ce match-là, je pense qu'il a bien géré son match, tant sur le plan physique que sur le plan mental, parce que je peux vous dire, connaissant Stéphane, ayant joué avec lui, que les 20 dernières minutes, il a fait ça avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité malgré la fatigue, et un grand engagement, on va dire, et un gros mental sur ce match. La prochaine séquence maintenant qui nous attend, c'est celle de l'homme du match.
Évidemment, on aurait pu choisir Thiago, le milieu de terrain brésilien qui a fait un énorme match et qui a marqué 2 buts, les 2 buts du match. Mais on a choisi plus original en prenant Marcos, l'homme par qui tout a changé. Alex, vous êtes d'accord avec moi? Le système, tout, à partir du moment où Marcos est entré en jeu, tout a changé. Bon, on a trouvé un point d'appui, donc c'était plus facile pour évoluer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à conserver le ballon devant, c'est beaucoup plus facile pour jouer et puis pour trouver des espaces. Et c'est ce qui s'est passé, même si le premier but vient sur un coup de pied arrêté. On a vu petit à petit que lorsque la deuxième mi-temps avançait, que petit à petit, le groupe, du moins les 11 jouaient de plus en plus haut. Et on l'a vu sur les dernières minutes où en fin de compte on a fait plus une attaque-défense qu'autre chose. Ouais. Marcos, Laurent, ça a vraiment été le coup de poker gagnant de Jean-Marc Furlan. Déjà en le mettant peut-être sur le banc, ça l'a peut-être un petit peu piqué au vif parce qu'il avait fait, au dire de Jean-Marc Furlan, un match transparent. Oui, peut-être, mais bon, c'était vraiment l'élément déclencheur hein, du renouveau de l'Estac en cette deuxième mi-temps. La qualité technique est indéniable. Il a une protection de balle, il a ce sens de la passe pour essayer de jouer vers la profondeur. Et en plus, il arrive à tirer un petit peu le groupe vers l'avant. On s'est aperçu qu'on a commencé à jouer un peu plus haut dans les couloirs. Quentin Houton a joué plus haut côté gauche, exactement pareil au niveau. On a retrouvé un petit peu Julien Faussurier. Il y a des automatismes qui sont aussi avec Marcos au niveau de Mounir Obadi, de Julien Faussurier, qui ne trompe pas. Et donc ça a été vraiment le plus, quoi. Ouais, il rassure, comme à chaque fois qu'il est sur le terrain. On va passer un petit peu sur le grill maintenant. Philippe Paulet, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein, il est là pour ça, après tout, avec la séquence liée à l'arbitrage. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des images, enfin, c'est une image que je vais vous proposer, mais une interview de l'entraîneur de Tours à la fin du match. Regardez et on analyse après. C'est incroyable que dès le début du match, pas seulement mon collègue, mais aussi autour, aussi à la fin, c'était le président sur le banc qui n'arrête pas d'influencer les arbitres. Ce n'est pas la faute aux arbitres. Là, il faut apprendre. Je ne connais pas ça. Si on fait ça chez nous, alors dans mon pays, en Allemagne, après 10 minutes, on est sur les tribunes. Voilà, la déclaration de l'entraîneur allemand, peut-être un petit peu excessive puisqu'il a perdu. Tout à fait, là, il a perdu. Bon, après ça, ce sont des propos. Bon, je vois pas comment l'arbitre pourrait être influencé sur les décisions. Bon, après, ça ne regarde que lui. Hein. Oui. Au niveau de l'entraîneur, bon, je découvre son interview. Hein. Bon, après, il essaye de trouver naturellement des excuses par rapport à la défaite. Maintenant, il faut dire, pour l'arbitrage, sur la rencontre, ça n'a pas été facile de le mettre en place. Hein. Comment on fait pour arbitrer? Déjà, est-ce que le président a le droit d'être sur le banc de touche? Il est allé sur le banc de touche. Bon, d'ailleurs, le délégué, il est descendu et puis il l'a fait mettre directement avec les délégués. Il l'a fait asseoir directement sur le banc de touche. Après, c'est une tolérance. D'accord, c'est une tolérance, mais normalement, il n'est pas inscrit sur la feuille de match. Inscrit sur la feuille de match. D'accord. Voilà, mais après, ça rentre dans les bons procédés. Au niveau là, le président s'est assis. Bon, il n'a pas manifesté. Il a été courtois. Il n'y a pas eu de problème. Pour vous, il n'a pas manifesté. Moi, nous, on ne l'a pas vu. On est dans les tribunes. D'accord. Il y a quelqu'un autour de cette table qui a vu quelque chose qui explique la déclaration de l'entraîneur allemand, Peter Zedler? Moi, je dirais que c'est peut-être des mœurs qui sont complètement différentes. C'est vrai qu'en France, les présidents sont souvent soit sur le terrain, soit pas loin. Ouais. Alors qu'en Allemagne, peut-être qu'ils n'ont pas pour habitude d'être présents sur le terrain. Donc, c'est peut-être juste une question de mœurs et puis d'habitude. Vous qui avez joué en Écosse, comment ça se passe en Écosse? On ne voit pas le président, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de président. C'est plus un cercle, un collège de présidents, donc on ne les voit pas. D'accord. Après, en Allemagne, là-dessus, je ne peux pas répondre. Moi, je vais donner une analyse un peu différente, on va dire. Moi, je parle en contenu du match. Pour un entraîneur, se focaliser sur l'arbitrage, l'influence qu'auraient pu avoir les dirigeants du club et tout, je peux vous dire honnêtement, pour moi, il se trompe de jugement. C'est pas vraiment le style de Jean-Marc Furlan en plus. Non, pas du tout. Parce qu'il a désigné l'arbitre. Il a désigné le président et l'entraîneur, mais Jean-Marc Furlan, on ne lui connaît pas. Mais surtout qu'il ne l'a pas fait, je pense, sur ce match. Il a vécu son match en tant que passionné, c'est tout. Mais de là à dire que les dirigeants ont vraiment influé sur la rencontre, je pense que l'entraîneur de Tours se trompe totalement de discours et de débriefing. Je ne pense pas que ça soit
l'arbitre ou nos dirigeants qui ont fait reculer Tours en deuxième mi-temps de 20 mètres. Je pense pas que ça soit les sorties un petit peu hasardeuses du gardien de Tours qui a fait que c'est les dirigeants. Non, je trouve que ça c'est incohérent. Et je pense que c'était un discours un petit peu à chaud et que peut-être dans la semaine, en avançant un petit peu dans l'analyse de son match, je pense qu'il va arrêter cette excuse de l'arbitrage et revenir sur peut-être des images vidéo qui vont expliquer peut-être que tactiquement, physiquement ou tout simplement par des erreurs individuelles, le fait que Tours a perdu ce match chez nous. Ça vient peut-être de lui, voilà, il se dira peut-être ça. Pour finir, Philippe, pour vous donner encore la parole, quand il se passe des choses comme ça, s'il se passe des choses comme ça, généralement le quatrième arbitre, lui qui a l'habitude de faire un petit peu... C'est le délégué qui intervient. D'accord. Alors que là, aucun délégué n'est intervenu, le quatrième arbitre, personne ne s'est plaint, il n'y a rien eu du tout. Quoi. Et vous qui accompagnez l'arbitre à la fin du match, vous n'avez pas entendu quelque chose? Non, c'est pour ça que la déclaration est quand même déplacée. Quoi. Voilà, après, si je pouvais rajouter juste un truc, c'est que par rapport à l'entraîneur de Tours, si s'était renseigné un petit peu sur l'historique du club au niveau du fair play, je pense qu'il ne se serait jamais permis de dire ça à cette conférence de presse. Bon voilà, les choses sont mises à plat, c'est parfait. Alex Di Rocco voulait voir le deuxième but de Thiago. On va le regarder en image pour voir qu'il est intéressant. Puis on écoutera Laurent parce qu'il a une réflexion intéressante à donner. On regarde le deuxième but donc, de Thiago qui donne celui de la victoire. Un coup franc tiré par Mounir Obadi. Non, ça ne vient pas. On ne regarde pas le deuxième but de Thiago. Non, pas de deuxième but de Thiago. Laurent, vous, ce que vous vouliez dire, c'est que le but marqué par l'équipe de Tours en première mi-temps et le but marqué par l'équipe troyenne, le deuxième but, sont exactement similaires. C'est exactement la copie conforme. La faute est pratiquement au même endroit, à 2 mètres près. Oui. La frappe est carrément pratiquement identique. Voilà, le but de Thiago. Alors là, on s'aperçoit, c'est une frappe de Mounir Obadi, donc une frappe côté droit, avec un ballon qui va légèrement sortir, et on vient couper la trajectoire au premier poteau. Et donc, sur le coup franc de Tours, qui est exactement au même endroit, on va s'apercevoir que là, c'est un gaucher qui va frapper, avec une trajectoire rentrante, c'est le jeune qui frappe, et donc c'est Sartre qui vient couper la trajectoire et qui la met exactement au même coin. C'est 2 buts complètement identiques. C'est rare, c'est rare dans un match, mais le coup franc est situé exactement au même endroit et les 2 buts sont pareils. Voilà. D'accord, c'est une conclusion intéressante. Merci donc d'avoir participé à cette émission. Merci Philippe, merci Laurent, merci Alex, toujours très bien habillé, et merci Gaël donc pour d'être venu à cette émission. Je vous remercie. Je ne vous dis pas la semaine prochaine puisque les Stacks ne jouent pas. Rendez-vous dans 2 semaines pour le match de Châteauroux. À très bientôt. Au revoir.